Ce soir. Alors, ce qui nous réunit, c'est le lancement d'un premier numéro hors série de la revue de nouvelles pratiques sociales qui porte sur la prévention précoce en question. Alors, comme vous remarquez, c'est un numéro qu'on appelle tête bêche. Alors, peu importe de quel côté on le prend, on a toujours une première page. Le problème, c'est de lire dans l'autobus. Les gens qui regardent, ils peuvent penser qu'on lit à l'envers et qu'on fait semblant de savoir lire. Alors, c'est toujours faire attention si vous lisez dans le métro, dans l'autobus. Donc, l'idée originale de ce numéro hors série est né l'an dernier, à la suite d'une série de conférences sur la question de la prévention précoce. Une série de conférences qui a eu lieu une tournée, dans le fond, entre Montréal, à Montérégie et à Sherbrooke. Ces conférences ont été organisées avec différentes organisations syndicales, communautaires et universitaires, soit la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec, la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, la FAFMFQ, le Rock FM. Je pensais au début que c'était un poste de radio, mais j'ai appris après que c'était le regroupement des organismes communautaires familles de Montréal, le bureau de consultation jeunesse, de l'École de travail social de l'UQAM et d'un organisme français qui s'appelle Pas zéro de conduite. Pas zéro de conduite avant 6 ans. Donc, on a beaucoup discuté de prévention précoce. On a aussi beaucoup parlé de la place démesurée que prend une fondation privée qui a reçu du gouvernement du Québec le mandat de soutenir le développement global des enfants de 5 ans et moins qui vivent en situation de pauvreté afin de favoriser la réussite de leur rentrée scolaire et la poursuite de leur scolarité. Je pense que vous avez deviné que je parlais de la Fondation Lucie et André Chariot. Enfin, on a trouvé ces discussions tellement intéressantes qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on s'en souvienne, pour celles et ceux qui ont participé, bien sûr, mais aussi pour celles et ceux qui les ont manqués, qui n'ont pas eu la chance de participer, donc ils pourraient avoir la mémoire de ce qui s'est dit à ce moment-là. Vous allez trouver donc le contenu de ces conférences dans la partie Regard croisé France-Québec. Bon, et pour que vous compreniez mieux dans quel contexte cette publication s'inscrit, je vais inviter le directeur de la revue Nouvelles pratiques sociales, le professeur à l'École de travail social à l'UQAM, M. Michel Parazzi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir de souligner le lancement de ce numéro en série. Parce qu'effectivement, c'est le fruit d'une longue démarche avec un partenariat de plusieurs organismes, mais aussi parce que ça fait une rupture avec les numéros qu'on produit habituellement. Et juste pour vous dire aussi, c'est pas une erreur de production si vous trouvez une inversion dans le recto et verso. C'est voulu, donc. Et c'est en fait pour bien marquer les deux sections qui, en fait, lient une différence entre elles, qui regroupent des articles issus effectivement des gens de la pratique en lien, en discussion avec des gens de la recherche et du milieu communautaire. Et cette partie-là, elle n'est pas évaluée sur le plan scientifique, tandis que l'autre, ça a été effectivement le fruit d'un appel de contribution, où il y a plusieurs chercheurs qui ont écrit des articles variés autour du thème de la prévention précoce, ou tournant autour de la prévention précoce, que ce soit au niveau au niveau des fondements épistémologiques, ou bien au niveau de la normativité qui est à l'œuvre par rapport à la question de la vulnérabilité, par exemple. Et je pourrais peut-être vous nommer certains auteurs. Effectivement, dans la première section, liée justement au regard croisé France-Québec, on retrouve ici Lorraine Doucet, Carole Gélinas et Sylvie Lévesque qui sont présentes dans la salle. Sylvie va présenter d'ailleurs ici ce soir. Il y a, dans l'autre section, Élise Ducharme, Raymond Massé, Anne-Marie Piché, Irène Quinto-Bleton, Emmanuel Hébert, Claudette Pitt-Robin, Sylvie Melbach et Gilbert Leray. Donc, plusieurs auteurs sont dans la salle. Et je les remercie de s'être déplacés. Moi, en fait, je vais vous juste mettre en contexte finalement le pourquoi ce numéro-là, surtout sur le thème de la prévention précoce. Et donc, ça ne durera pas longtemps parce que l'important, c'est davantage d'entendre nos invités qui ont décidé, on les a choisis finalement pour pouvoir aller un peu plus au-delà du contenu lui-même de la revue comme telle, pour qu'ils voient un peu de leur point de vue, de leur champ d'expertise, comment ils voient les développements à toutes sortes de niveaux, comme au niveau des rapports à l'État, au niveau de la normativité, au niveau des dérives de la prévention aussi, en général. Donc, sortir un peu plus du cadre spécifique de la prévention précoce, mais à partir de ce cadre-là comme tel. Donc, pourquoi favoriser les débats sur la prévention précoce?
était absolument essentielle dans le contexte actuel, où seuls les savoirs experts dits fondés sur des données probantes entourant le développement de l'enfant sont valorisés, voire imposés comme des vérités, et non comme des hypothèses parmi d'autres. Ce savoir expert tend à naturaliser le monde social dans lequel nous vivons, dont les problèmes associés à la pauvreté, en identifiant leurs causes dans une biologie du comportement. Dans ce domaine, le dogmatisme de l'évidence fait loi. Vous avez vu aussi ce qui est à la source des programmes de prévention précoce, c'est des déterminismes génétiques, neurobiologiques, éthologiques ou écologiques. Toutes ces disciplines-là, en fait, se fondent sur des présupposés naturalistes. Donc, ça fabrique un type d'idéologie qui tend à clore le débat. La science ayant supposément découvert des lois de développement sain et des comportements adaptés. Dans le contexte de la nouvelle gestion publique, il ne resterait aux intervenants et professionnels qu'à se mettre au boulot, selon les consignes des experts, nous indiquant les meilleures pratiques dans le domaine et construire ainsi le meilleur des mondes. Donc, vous comprenez bien que dans ce contexte, nous trouvons ça important de pouvoir en parler. Donc, nous avons affaire là non seulement à un débat théorique, mais aussi idéologique et politique. L'indice le plus flagrant nous est donné lorsque les réalités et les pratiques sont comprises de façon inversée par des acteurs. Par exemple, pour les uns, certains programmes de prévention précoce visent à améliorer les compétences parentales, tandis que pour d'autres, il s'agit plutôt d'un contrôle social via la normalisation des conduites parentales. Ou, quand certains parlent d'empowerment ou du pouvoir d'agir des parents, d'autres y observent plutôt de la responsabilisation individuelle. En ce qui concerne les partenariats, certains y voient une mobilisation pour le développement des communautés, tandis que pour d'autres, il s'agit plutôt d'un enrôlement autoritaire ou paternaliste des intervenants dans les programmes qui viennent de la Fondation Chagnon ou de la santé publique. Et sur le plan des enfants eux-mêmes, quand les uns pensent favoriser le développement de saines habitudes de vie auprès des enfants et des jeunes, les autres n'y voient qu'une entreprise de moralisation des comportements. Bref, plutôt que de considérer ce type d'idéologie comme l'expression du développement du bien-être ou d'une lutte contre les inégalités sociales de santé, plusieurs y perçoivent des stratégies favorisant l'adaptation des individus au contexte économique. Et dans le sens, effectivement, d'une domestication des aspirations sociales. Donc, les experts et les gestionnaires publics ou privés qui définissent les problèmes et les solutions à la place des destinataires des services et des intervenants sont non pas considérés comme des abus de pouvoir, mais comme des œuvres de bienfaisance. Donc, quand l'injuste devient juste, il est temps d'en parler. C'est effectivement ce qui nous a motivés beaucoup pour effectivement solliciter des gens pour en parler, parce qu'on a constaté qu'il était très, très difficile d'inviter les gens qui travaillaient directement dans le champ de la prévention précoce auprès des enfants à s'exprimer publiquement, étant donné tous les enjeux liés au financement des projets de recherche aussi, compte tenu que c'est devenu la manière d'agir, de comprendre les problèmes au niveau comportementaliste davantage. Bref, quand on analyse un tant soit peu ces discours à visée scientifique gonflés de bonnes intentions et de bienveillance, parce qu'on ne donne pas, on ne pense pas que les gens ont des mauvaises intentions lorsqu'ils pensent vouloir intervenir de manière efficace avec les derniers développements de la science, etc. On y présente. Mais en fait, le problème, c'est que lorsqu'ils viennent avec cette bienveillance à l'égard d'autrui, ils le font sans le point de vue d'autrui. On s'aperçoit que la science derrière les programmes et les PPP sociaux avec les fondations n'est pas n'importe quelle science. Que les normes derrière les idéaux de parentalité et de projets de société ne sont pas n'importe quelle norme, et que le rôle de l'État n'est pas n'importe quel rôle, et que les visées préventives qui y sont associées ne relèvent pas seulement du domaine de la santé publique, mais aussi de calculs actuariels et de rentabilité économique non questionnés. Et si ce courant de bonne pratique est fondé sur des données probantes, ces données ne sont probantes qu'en fonction de ces normes, visées idéologiques et positionnements politiques bien précis. C'est pour mettre en lumière ces arrière-plans cliniques, idéologiques et politiques que nous avons choisi de mettre en question de façon critique le courant de la prévention précoce, qui tend à dominer les orientations politiques des pays occidentaux dans ce numéro hors série. Donc, nous soulignons la publication de ce numéro par cette soirée de conférence, et nous avons donc demandé aux 4 personnes invitées ici de développer des réflexions sur le sujet, en établissant des liens dans chacun de leurs champs d'expertise ou de pratique. Donc, j'invite donc sans tarder le premier invité, mon collègue Frédéric Lesman, à présenter la première conférence. Merci. Bonne soirée.
à l'État, pardon. Je peux ajuster les avis. Au cours des dernières années, j'ai eu l'occasion de publier quelques textes relatifs à la transformation de nos rapports à l'État, qui implique en particulier l'émergence des fondations privées et plus largement les projets en PPP, qu'il s'agisse de PPP sociaux ou PPP de construction, c'est la même logique. On est indéniablement en présence de nouveaux modes de gouvernance dans lesquels le gouvernement du Québec, à l'instar de nombreux autres gouvernements de pays occidentaux, sous-traite la mise en œuvre des objectifs qu'il doit atteindre en matière de santé et d'action sociale, tout particulièrement. Mais ce n'est pas exactement de ça que je veux vous parler. C'est quelque chose de plus spécifique, mais peut-être de plus fondamental dans le sens où c'est ce qui est sous-jacent à ces choix de PPP. C'est-à-dire de la conception, de la gestion des sociétés, des populations et des orientations de la recherche qui sous-tendent cette conception et qui, bien sûr, font partie de la transformation de nos rapports à l'État. La question de la prévention précoce et des projets de recherche qui l'incarnent, l'illustrent, m'apparaît être au cœur de cette conception et des enjeux sociaux et politiques qu'elle soulève. Alors, pour le dire vite, on peut aborder cette question au plan de la recherche dans une orientation épidémiologique, c'est-à-dire une orientation qui s'appuie sur des traitements statistiques de grands ensembles de données, des corrélations entre facteurs établies sur la base de grands nombres, on raisonne en termes de dizaines ou de centaines de milliers de données, ce qui va produire un certain type de connaissances. On peut aussi partir du micro, de l'expérience vécue par l'individu, par le professionnel ou le militant, qui interagit avec l'individu, sa famille, saisi dans le cadre de son quartier ou de son territoire et en interaction avec les ressources qu'on étudie. Ce sont deux types de recherches qui, comme telles, sont tout aussi légitimes l'un que l'autre au plan scientifique, développant chacun sa logique propre et aboutissant à des résultats qui seront toujours fonction des prémices et des conditions de la recherche ainsi développée, ainsi que des méthodes spécifiques qui les produisent. Chacune d'elles fournira des informations différentes dont la validité est interne aux prémices sur lesquelles elles reposent. L'important ici est de souligner que, bien entendu, la première approche statistique à la faveur des gouvernements et par conséquent de ses financements, parce qu'elle se base sur des approches populationnelles abstraites, faciles à compiler dans le cadre d'un travail sur écran, sans lien vivant avec une réalité quelconque, mais qui permettent de programmer, par exemple, des stratégies budgétaires à l'échelle régionale, des évaluations de coûts, des augmentations de préscolarité ou des campagnes de prévention. L'important est surtout de contester toute prétention, toute légitimité scientifique au type de connaissances ainsi produites, toute légitimité à orienter les programmes et les pratiques d'intervention sur le terrain, car en termes scientifiques, il n'y a aucun lien nécessaire et suffisant entre les connaissances ainsi produites et la réalité individuelle, quotidienne, locale des individus dont on vise à prévenir de manière précoce les comportements. Pour cela, on devra nécessairement passer par les connaissances produites par l'expérience, par les pratiques et les savoirs qui sont reliés au quotidien. C'est là un problème épistémologique et méthodologique de plus en plus étudié en ce qui a trait au processus de production des connaissances. La connaissance globale abstraite n'est en effet pas directement pertinente pour la connaissance locale, concrète, axée sur le changement. Vouloir déduire des premières, c'est là qu'est tout l'enjeu, vouloir déduire des premières des stratégies pour les secondes conduit à une impasse, inefficacité, dépenses inutiles, peine perdue, parce que le postulat sur lequel repose la démarche est logiquement non fondé. J'insiste là-dessus. Alors, deux exemples. Avant de m'expliquer davantage sur le point que je viens d'aborder, qui pour moi, je le rappelle, fait partie de la transformation de nos rapports à l'État, puisque l'État s'est fait le champion des études statistiques abstraites sur lesquelles il prétend fonder ses programmes et orienter les pratiques professionnelles et influencer les comportements individuels. Je vais apporter deux exemples très brefs pour essayer d'illustrer l'enjeu qu'il y a là. Récemment, à l'occasion du premier anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima, j'ai eu l'occasion de voir, peut-être vous aussi, un reportage à la télévision qui montrait comment le gouvernement nippon avait accentué les conséquences de l'événement en matière d'exposition aux radiations pour toute une partie de la population évacuée. Vous avez probablement vu, si vous avez vu ce reportage, que des zones concentriques de risque décroissant avaient été rapidement déployées à partir de l'épicentre, 5, 10, 15, 20 km. Évacuation obligatoire et définitive dans les 10 à 20 km, évacuation obligatoire temporaire dans les 20 à 40 km.
temporelle est recommandée dans les 20 à 40 km. Les populations les plus proches de l'épicentre ont été évacuées dans la zone 20 à 40 ou au-delà. Or, les chercheurs ont montré par des mesures de compteur Geiger, c'est ce qui détermine le taux d'intensité de radiation, par des compteurs Geiger sur le terrain, des mesures très précises et détaillées, mesures aux 500 mètres sur toutes les routes et chemins de cette immense zone, qu'il n'y avait pas de rapport entre la distance à partir de l'épicentre et le niveau, et donc la dangerosité de la contamination. Ainsi, celle-ci était plutôt fonction des vents, de la configuration du terrain, accumulation en particulier dans les fonds de vallée, du temps qu'il avait fait dans les jours qui ont suivi, la neige faisant tomber des particules très rapidement au sol, de la nature des sols, humides ou non, etc., etc. Et que dans un même village, certains petits quartiers étaient très contaminés et d'autres contigus pas du tout. Or, sur la base du seul critère de la distance, des familles entières ont été relogées dans des zones éloignées où la contamination équivalait à celle de la première zone. On voit bien là à l'œuvre deux formes de connaissances avec des conséquences sanitaires catastrophiques. L'une basée sur une approche abstraite, globale, rationnelle, l'autre sur une démarche détaillée sur les divers terrains, à partir d'une hypothèse que la dissémination ne relevait pas nécessairement d'un seul facteur de distance abstraite, mais d'une combinaison de facteurs beaucoup plus complexes. Dans un premier temps, le ministère nippon a imposé un embargo sur les résultats de cette recherche de terrain, menée par deux chercheurs indépendants, puis il a dû faire revoir toute sa politique d'évacuation et les prémices sur lesquelles elle reposait, et redéplacer les populations exposées dans des lieux sûrs. On imagine évidemment les impacts sur la santé de cette exposition prolongée aux radiations. Un deuxième exemple, qui est beaucoup plus classique et bien connu, c'est à propos de la relation entre fumée et cancer des poumons. Cette relation est statistiquement bien établie. Mais tous les malades du cancer du poumon ne sont pas fumeurs et tous les fumeurs n'auront pas un cancer du poumon, on le sait très bien. En revanche, en moyenne, un fumeur a plus de risque d'avoir un cancer du poumon qu'un non-fumeur. Mais il n'y a pas d'individu moyen. Ça a déjà été dit au XIXe siècle. De multiples facteurs interviennent qui contribuent à confirmer ou à infirmer cette prédiction de risque. Vous les connaissez, je n'affirmerai pas. Alors, je voudrais donc maintenant, en ayant ces deux exemples en tête, et en fonction d'une critique de la prévention précoce, je pose maintenant les jalons de ce qui me permettra de parler en conclusion d'une idéologie de la prévention précoce. Donc, je voudrais dire quelques mots de la recherche épidémiologique qui sous-tend les stratégies de prévention. L'approche épidémiologique observe les populations sans pouvoir identifier une cause précise d'un problème, par exemple la cause d'un comportement donné ou d'un décès, etc. Pour cela, il faut des études au cas par cas. Ainsi, dire que le diabète multiplie par 2 ou 3 le risque de décéder d'une maladie cardiovasculaire ne signifie pas que le diabète sera trouvé comme la cause directe du décès chez tel ou tel individu. La connaissance épidémiologique ne peut faire l'économie de la connaissance clinique. Les deux vont de pair et se complètent. D'une part, l'approche épidémiologique, qu'on appelle parfois l'approche populationnelle, des variantes, permet de rendre visible ce qui est invisible, ça c'est très important. Par exemple, la mise en évidence de l'existence des quartiers défavorisés, je m'en souviens très bien, à Montréal par la CLCM en 68, a découlé directement du constat statistique de la réussite scolaire et des revenus des parents, etc. Bon, là, la statistique a fait apparaître une réalité macro. Mais elle ne permet pas, cette démarche ne permet pas de déduire quoi que ce soit en ce qui concerne les comportements individuels. En ce qui concerne l'occurrence chez tel ou tel individu de tel ou tel événement. Une telle déduction relèverait d'une conception déterministe des facteurs de risque, voire d'un déterminisme biologique. Je pense qu'on voit poindre un tel déterminisme dans les approches qui sous-tendent la prévention précoce, évidemment. Or, un tel déterminisme n'a rien de scientifique. Il n'a rien de scientifique, car le déterminisme biologique est une radicale négation de la culture et du social. Il relève en fait plutôt de choix personnels, éthiques et politiques conservateurs, déguisés en connaissances pseudo-scientifiques de la part de chercheurs ou d'intervenants qui tentent de s'abriter sous la protection de l'autorité de la science. On en a eu un bon exemple lorsque la Fondation Chagnon a fait appel au chercheur Mustard, spécialiste des sciences neurobiologiques qui n'hésitait pas à se promener dans le monde entier et à prodiguer ses conseils éducatifs à l'échelle de la planète, incluant l'OCDE et la Fondation Clinton. Ce monsieur avait certes droit à ses opinions, mais il n'avait aucun droit de laisser entendre qu'il y avait un lien scientifique entre elle et ses recherches. C'était un abus d'autorité, un abus de pouvoir. Alors
variable et les individus ne réagissent pas tous de manière identique à un facteur donné, sans compter que les phénomènes observés, à de rares exceptions près, ont des causes multifactorielles. Parce que toutes les situations étudiées en épidémiologie sont complexes par définition, dans lesquelles l'incertitude est majeure et où il n'existe pas de réponse univoque. Et aussi parce que tout ce qui est vivant est certes biologique, mais aussi inséparablement culturel et social, d'où sa complexité. C'est la raison pour laquelle les mêmes résultats de recherche, c'est un phénomène bien connu, peuvent donner lieu à des interprétations parfois diamétralement opposées. En outre, d'un point de vue méthodologique, la distinction entre la mise en évidence d'une association reliant un facteur et un événement donné et la démonstration d'une relation de cause à effet sont deux opérations complètement différentes. On connaît l'existence d'une forte corrélation entre le nombre de nids de cigognes et de naissances au Danemark. C'est un classique. Alors, en conclusion, les pratiques et les stratégies de prévention précoce qui prétendent se légitimer principalement comme découlant de données de recherche issues d'une approche épidémiologique sont sans fondement scientifique et ce n'est pas l'invocation des neurosciences qui va changer ce fait. Ces pratiques et stratégies sont purement idéologiques, c'est-à-dire au service de choix éthiques et politiques, au service d'une vision de ce qui est bon et souhaitable pour la société, une vision qui appartient en propre à certains individus, chercheurs, politiciens, bienfaiteurs, qui, à partir de leur position dominante, s'arrogent le droit de définir ce qui est bon et souhaitable pour la société, selon leurs normes et jugements de valeur. Le problème est que les populations visées par les mesures et programmes ainsi définis sont avant tout pauvres, généralement dépourvus de pouvoir de négociation, et que ces mesures et programmes renforcent les inégalités qu'ils prétendent combattre. Alors, une approche de prévention précoce efficace pourra se mettre en place en fonction de, je dirais, peut-être de deux conditions. D'abord, à partir des informations globales produites par l'approche épidémiologique, nous informons qu'il y a une relation, oui, entre divers facteurs qui contribuent aux situations de pauvreté et les risques de voir se manifester, par exemple chez les enfants, des comportements dits négatifs. Deuxième point, en fonction des territoires, des ressources dans ces territoires, des connaissances locales, des ressources à disposition, des liens, des ressources à disposition, en fonction des liens sociaux de confiance et de soutien, de participation, de solidarité dans la reconnaissance des différences, de liens développés au cours des années et qui seront à la base d'une action de changement décidée ensemble entre divers acteurs, intervenants, parents, enfants, qui se reconnaissent partenaires d'un projet commun. Et c'est donc, à mon avis, là la transformation des rapports à l'État dans le domaine de la prévention précoce. Il faut reconnaître l'importance des connaissances globales produites par les recherches épidémiologiques, mais résister aux programmes et mesures d'intervention qui prétendent fonder leur légitimité sur les connaissances produites par ce type de recherche pour leur opposer celles des pratiques d'expérience fondées sur des liens sociaux, locaux et évaluées dans la discussion et le débat entre partenaires au plan local, mais aussi dans une interaction entre projets qui se déploient ailleurs, dans d'autres régions au plan international, là-bas aussi à l'échelle locale. Merci beaucoup, M. Lesman. Ça lance bien la soirée. Le prochain conférencier, c'est M. Guy Bourgeot, qui est professeur titulaire à l'Université de Montréal, où il dirige des recherches et séminaires en éducation sur l'éthique professionnelle des enseignants, des directeurs d'école et des cadres, ainsi que des programmes de bioéthique. Et M. Paganelli lui a donné un titre de conférence à lui aussi. C'est la normativité des pratiques scientifiques et des pratiques d'intervention. Merci. Bonsoir. Dans les jours qui ont précédé ou suivi, je me souviens plus exactement de l'invitation qu'a faite Michel de venir vous parler ce soir. Merci de l'invitation. J'ai lu dans le journal d'entreprise de mon université, le Forum, le compte rendu, au fond, des propositions ou des recommandations de mon collègue Richard Tremblay visant à la prévention du TDAH, c'est-à-dire du trouble
prévention dès la maternelle, dès la prématernelle, et même, pourquoi pas, dès la grossesse de la mère. Richard Tremblay préconise, en effet, selon ses propos rapportés dans le forum, une assistance soutenue pour les femmes enceintes, en péril plus que d'autres, comme les jeunes femmes enceintes déprimées et seules. Cela serait d'autant plus important, et je cite de nouveau les propos rapportés dans le forum, que les facteurs de risque mis au jour par la recherche sont liés à d'autres troubles chez l'enfant, comme la dépression, l'anxiété, l'agressivité ou l'échec scolaire. Tous ces problèmes se rencontrent aussi chez les enfants qui ont des troubles d'attention et d'hyperactivité. J'avoue que ces propos-là, au fond, le thème qu'on m'a demandé de traiter, c'est le thème de la normalité, de la normalisation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la normalité? À la lecture de ces propos, au fond, de la recherche de mon collègue, le chercheur Tremblay, ça m'a relancé sur 4 pistes. D'une part, il y a maintenant une dizaine d'années, le hasard des invitations et des acceptations, bien sûr, parce que si je n'avais pas accepté les invitations, je ne serais pas mis à fouiller ces questions-là, mais m'a amené à faire le constat de troublante convergence entre des listes, par exemple, des priorités du ministère des Affaires sociales et des services sociaux du Québec, les listes des clientèles les plus fréquentes du curateur public, et, parce qu'un des thèmes sur lesquels j'avais accepté de présenter une conférence, c'était le racisme, et des listes de campagnes de stérilisation aux États-Unis et ailleurs. Et ce qui était troublant, et donc ça m'a relancé sur les propos que j'avais tenus antérieurement sur la normalité qui se fait normative. Et plus récemment, je me suis intéressé aux classifications que l'on fait pour identifier comme ça des anormaux. Il faut avoir une conception de la normalité, mais il faut faire des classes aussi. Et tout le jeu des classifications est un jeu extrêmement subtil et pervers. Et finalement, donc, c'est les 3 grands axes de ce que je vais vous dire. Et je vais conclure un peu en revenant sur le thème de la prévention et de la prévenance, que j'ai retrouvé avec plaisir dans la contribution de Sylviane Giampino dans le numéro de la pratique sociale. D'abord, le constat de troublante convergence. Au fond, donc, je le disais tantôt, j'ai été amené à m'intéresser dans le même mois au rôle de l'État protecteur tel qu'il peut et doit s'exercer à travers le mandat du curateur public, aux raisons ou déraisons de la constante résurgence du racisme et au mode, programme d'intervention sociale. Étonné, donc, j'ai vu revenir dans les 3 cas des mêmes clientèles cibles. De semblables appellations, de semblables repères semblent bien servir pour définir les groupes de personnes inaptes ayant droit à une protection spéciale des pouvoirs publics ou à des interventions sociales particulières ou encore à une inscription sur les listes plus longues du programme eugéniste de Laughlin aux États-Unis dans les années 1910-1940, puis dans l'Allemagne nazie des années 30. Et je cite simplement le rapport du laboratoire psychopathique du tribunal municipal de Chicago en 1922. Est socialement inapte toute personne qui, par son propre effort, est incapable de façon chronique, par comparaison avec les personnes normales, de demeurer membre utile de la vie sociale organisée dans l'État. Les classes sociales inaptes sont les suivantes. Les débiles mentaux, les fous, y compris les psychopathes, les criminels, y compris les délinquants et les dévoyés, les épileptiques, les ivrognes, y compris les habitués de la drogue, les malades, tuberculeux, syphilitiques, lépreux et autres, atteints de maladies chroniques infectieuses et légalement dépistables, les aveugles, y compris ceux dont la vision est sérieusement affaiblie, les sourds, y compris ceux dont l'ouïe est sérieusement affaiblie,
les difformes, y compris les estropiés, les individus à charge, y compris les orphelins, les bons à rien, les gens sans domicile, les cheminots et les indigents. Donc, on a les gens qui ne sont pas normaux. Alors, je ne sais pas si en reste encore. Donc, au fond, on a proposé la stérilisation de ces personnes-là, qui on jugeait qu'elles avaient perdu partiellement, totalement leur autonomie. Elles étaient incapables, par leur propre effort, de faire ce que font les personnes normales. Le rapprochement peut paraître odieux, et il est, bien sûr, parce que d'un côté, il y a des identifications, des classifications qui sont faites comme ça, des désignations de personnes jugées anormales pour les aider, tandis que dans notre cas, c'est pour les supprimer. Donc, il y a une différence, mais il est quand même troublant de voir qu'il y a quand même une même référence implicite à une normalité qui n'est jamais vraiment définie, autrement que, c'est le deuxième thème dont je vais vous parler, donc, quand une certaine normalité se fait normative. Mais quelle est donc cette normalité à laquelle il faut se conformer? Vous savez, des connaissances que nous avons aujourd'hui de la génétique, il ressort cette image que je trouve assez fantastique, que nous savons que nous sommes, l'humanité au complet, participants d'un même et unique génome. Et par ailleurs, donc, il n'y a qu'une humanité, il n'y a pas de race chez les humains. Et par ailleurs, nous savons aussi que chaque individu a, si vous me permettez l'expression qui n'est pas très scientifique, une combinaison génétique rigoureusement unique. Alors, qu'est-ce que la normalité? Évidemment, c'est une image, c'est pas scientifique ce que je dis là, mais ça a des bases scientifiques quand même pour la double affirmation. Une unicité de génome et par ailleurs d'une unicité des individus à l'intérieur de cela. C'est pourquoi les catégorisations qu'on a évoquées renvoient à une normalité dont la base première est statistique. Et on a très bien montré, juste avant moi, comment les données statistiques peuvent nous donnent quelque chose, oui, mais ça ne nous dit rien des individus. Soit dit en passant, plus récemment, j'ai réfléchi sur la normalité et la normalité. À l'occasion de ce que j'entendais de la part des enseignants et des directeurs d'établissement, aux prises avec des élèves qu'ils trouvent de plus en plus difficiles. Et je leur disais, écoutez, j'ai 3 petits-enfants. Le premier, à l'époque, il était plus jeune, il y a maintenant 20 ans. Mais le premier a toujours été un brin rêveur et un brin artiste. Le deuxième a toujours eu besoin de bouger. Et la troisième est née en parlant. Et alors, je disais, mais donc c'est 3. D'un milieu social relativement homogène. Bon, il y en a 2 qui sont, c'est les 2 frères, puis c'est la cousine. Bon, mais, et donc, mais quel est l'élève normal de ces 3-là? Un jour que je racontais cette histoire, il y a une enseignante d'expérience qui m'a dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Le premier, il rêve, il ne dérange pas, on s'en occupe. Le deuxième, on le met au Ritalin. Puis la troisième, on ne l'aura pas dans notre classe, ça va être à l'école privée. C'est ça qui est drôle, monsieur. Je me dis, l'élève normal, c'est quoi? Et donc, sur quelle base est-ce qu'on va détecter et pouvoir dire que tel élève, parce qu'il a telle difficulté d'attention, tel niveau de difficulté d'attention, va être voué à l'échec ou à la déviance ou au chômage. Par ailleurs, donc, et c'est ça que je veux mettre surtout en lumière, cette normalité, elle exclut et condamne cette normalité qui est à base statistique, mais qui est à base aussi d'une espèce de
sociales. C'est-à-dire c'est des gens relativement tranquilles. Et remarquez, on va trouver anormal qu'il y ait des manifestations étudiantes actuellement. On va trouver normal diverses formes, appelons ça si vous voulez, d'exploitation des travailleurs. Et donc, quel est le critère de normalité? Il y en a généralement pas. Le troisième propos que je voudrais tenir, le troisième élément, c'est le travail de classification. Au fond, sur la base d'une normalité qui n'est jamais définie parce qu'elle ne peut pas être définie. Sinon, sur la base peut-être, comme le proposait Georges Canguilhem, de la santé individuelle, c'est-à-dire probablement que chaque être développe ses propres règles, ses propres mécanismes et a aussi ses propres dérèglements sur un plan rigoureusement individuel. Mais donc, les données statistiques, les données générales ne peuvent pas valoir pour l'individu. Il ne peut y avoir de normalité d'une personne que par rapport à elle-même et non pas par rapport à une norme sociale. Même si je veux bien qu'on empêche les meurtriers de tuer les autres. Donc, on fait, à partir d'une certaine idée de la normalité, on fait des classifications. Et ce travail-là, il doit être regardé de près, au fond. Je pense que la classification, d'une part, c'est une des premières opérations de l'esprit, une des premières opérations qui essaie de se situer dans le monde et de le comprendre, pour peut-être pouvoir y agir aussi. Mais il s'agit d'une opération première, mais primaire aussi, qu'il faut dépasser. Remarquez, ce que fait assez rapidement, tout enfant, qui commence à jouer avec les jouets, et les classes parfois par ordre de grandeur, ou qui les classe à partir des formes qu'ils ont, l'ensemble des carrés, l'ensemble des triangles, l'ensemble des cercles, et qui tout à coup, s'il va un peu plus loin, découvre qu'il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont en métal, il y en a qui sont en plastique. Et donc, il classe, oui, mais il défait ces classifications aussi pour en refaire d'autres. Et c'est comme ça qu'on prend acte petit à petit de la complexité. Le malheur est que quand on redevient scientifique aujourd'hui, du cheminement, on se remet à faire des petits découpages, étudier uniquement cela. On fait des classifications en fonction de ses intérêts de recherche, en fonction de ses objectifs de pratique. Bon. Au fond, on n'a donc rien dit, rien compris, en tout cas d'une personne, quand on l'a classée en fonction de son diagnostic. D'une part, le diagnostic lui-même est souvent fragile et incertain. Certaines personnes, par exemple, aux prises avec la maladie cœliaque, ont des problèmes de diarrhée, d'autres de constipation. Et en outre, les symptômes de cette maladie-là sont très semblables à ceux de la maladie de Crohn. Donc, le diagnostic est toujours un peu incertain. Sauf maintenant, on a des techniques plus avancées qui permettent d'être plus certains. D'autre part, la personne n'est pas définie par son diagnostic. C'est-à-dire que la personne qui a, par exemple, la maladie cœliaque, si elle est aussi nutritionniste, elle va peut-être s'en tirer très facilement. Tandis que l'autre personne, qui est davantage pauvre, par exemple, va trouver effrayant le prix du pain sans gluten. Bon, mais ça ne définit pas la personne. Si je l'ai classée, oui, et c'est vrai qu'elle a cette maladie-là. Mais même à l'intérieur des personnes qui ont cette maladie-là, elle a son unicité. Je pourrais prendre un autre exemple. On dénombre beaucoup d'analphabètes au Québec qui ne pourraient pas lire et comprendre des documents utiles au travail ou simplement à la vie. Il y a plusieurs années déjà, Fernand Séguer est arcade. S'il faut pouvoir lire et comprendre les formulaires de déclaration de revenus, je me reconnais analphabète. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que c'est les personnes que l'on classe comme étant analphabètes? Oui, elles ont sans doute des difficultés de lecture et de compréhension de
chose, mais mieux encore. Un élève dont on dit qu'il a un déficit d'attention manifeste en classe, peut-être qu'il n'est pas intéressé. Peut-être qu'il n'est pas intéressé parce que c'est pas intéressant, à tout le moins pour lui. Peut-être qu'il est capable aussi parfois d'une étonnante concentration quand il joue ou qu'il dessine. J'ai lu l'échelle d'évaluation des comportements en annexe 1 de la contribution de Pierre Sussert dans le même numéro de Nouvelle pratique sociale. Et ma foi, si je retourne sur les bancs d'école en mémoire, je serais obligé à cocher 2 ou 3 à la moitié des éléments. Je ne pense pas être devenu asocial. De sorte que je vais revenir là-dessus un peu avec 2 auteurs. D'une part, c'est Rémi Droz qui a publié un article un jour intitulé « Classer pour ne pas penser ». Classer, normalement, c'est une opération qui nous permet, oui, de voir certains éléments et normalement, ça devrait relancer notre réflexion, notamment celle du praticien, bien sûr, mais la réflexion de toute personne. Il arrive que cela nous permet de classer la personne et donc on arrête de penser. Toute difficulté d'un élève, on dit il y a un déficit d'attention. C'est pas étonnant, il y a un déficit d'attention. C'est pas étonnant, c'est un autiste. Et donc, on explique tout à partir du diagnostic que l'on a fait. Et au fond, Rémi Droz rappelle qu'il y a des usagers des tests psychologiques qui s'en servent pour se dégager de toute implication personnelle et pour se protéger aussi du risque de commettre une erreur. Et c'est de cela qu'il dit qu'il classe pour ne pas penser. Or, les tests psychologiques n'ont ni sens ni signification en dehors d'une application où un usager qualifié se sent responsable de ce qu'il bricole avec ces classifications-là. Et il rappelle aussi qu'il ne faut pas oublier que des tests psychologiques ont été utilisés pour mettre en lumière des différences entre les groupes d'êtres humains. Et que d'autres mesures et tout ça ont permis de mesurer l'écart pour voir des personnes plus intelligentes que d'autres dans ces tests. Il y a aussi un autre auteur qui a écrit des choses que je trouve fort intéressantes, Jacques Mao. J'avoue que c'est pas le Mao de Chine, c'est M-A-H-O, mais qui dit au fond qu'il s'attaque à la classification et aux typologies. Et il dit au fond, parmi des traits divers chez un certain nombre de personnes, on sélectionne quelques-uns d'entre eux qui semblent particulièrement significatifs d'une participation à un type idéal. On dégage un certain nombre de traits qui correspondent au diagnostic TDAH. Ces traits sont élus, reconnus, parce qu'ils sont justement ceux qui constituent le type. C'est cette participation en retour qui le rassure dans l'individu, la prééminence, pour tout dire, l'existence exclusive. Bon, et il prend l'exemple des Juifs. Il dit, elle fait de cet homme divers un Juif. Les traits sont sélectionnés par l'idée qui, à son tour, s'appuie sur l'existence de ces traits. Mais bon, il continue, je ne vous lis pas tout le texte, il dit, mais de tous les caractères abstraits, le moins justifié et le plus aveugle est celui-là même qui constitue le groupe. Trouver les traits caractéristiques aux Juifs, les reconnaître dans ce Juif, c'est postuler qu'il existe un groupe juif dont les attributs reconnus peuvent être abstraits. Ça, j'ai un collègue qui s'est toujours considéré belge, puis québécois plus tard, jusqu'au jour où ses parents ont été pris par les nazis. Et donc, à ce moment-là, tout le monde lui a dit qu'il était juif. Et
ainsi, baptisant données de nature le caractère original de ségrégation d'un agrégat quelconque en classe, ce qui permet, on l'a compris, de s'éviter de trouver sur tout autre agrégat des ressemblances et des dissemblances. Si tel n'est est juif, il est évident qu'on trouvera chez les individus du groupe des juifs, mais on ne saura jamais s'il y en a ou non chez les non-juifs. Bon, on pourrait prolonger longtemps, donner de mains exemples. Je voudrais clore en disant quelques mots sur le thème de la prévention et de la prévenance. Au fond, les deux mots ont une origine commune, ont une étymologie apparentée. Font prévenir, c'est aller devant, aller au-devant. Aller au-devant, dans le premier cas, pour se protéger, pour empêcher de venir ce qui autrement viendrait ou risquerait de venir. Ça peut être la catastrophe, ça peut être la maladie, ça peut être l'accident, ça peut être l'attaque criminelle. Bon, et à ce moment-là, la personne qu'on va arrêter va devenir un prévenu. Mais dans le second cas, au fond, prévenance signifie aller au-devant, mais pour accueillir. La prévenance est faite de respect, d'égard, d'attention. Et ces propos-là, ils m'ont été inspirés par la lecture déjà plusieurs années d'un livre d'Annie Leclerc, qui n'emploie pas ces mots-là du tout, mais qui, dans un livre intitulé Épousailles, ça serait vraiment extraordinaire si on réussissait à faire se rejoindre, bon, l'homme et la femme, dans son texte. C'est une féministe que j'ai beaucoup aimée à l'époque de mes lectures féministes. Des amis qui savaient que je faisais des lectures féministes à cette époque-là me disaient « Tu veux comprendre ta femme ?» Je disais « Non, je veux comprendre moi-même. » Mais au fond, ce qu'elle développe, c'est cette idée que pour prendre en compte le monde qui nous entoure, il faut un certain pouvoir, il faut une certaine puissance. À un moment donné, le pouvoir, au fond, c'est le contrôle. La puissance, c'est ce qui supporte, ce qui soutient, ce qui donne de l'élan. Moi, je trouve que face à toutes sortes de difficultés de la vie, c'est extraordinaire qu'on travaille beaucoup à la prévention, c'est-à-dire à la mise à l'écart, et à l'essai d'évitement. Et comment on travaille très peu à l'accueil et au support. Au fond, on pourrait prendre plein d'exemples, mais je dirais que toutes nos politiques sociales ou institutionnelles, tous nos plans d'action, toutes nos pratiques aussi, notamment nos pratiques professionnelles, en sont là. Quand notre temps et nos forces vives ne sont pas totalement consacrés à l'intervention après coup, une fois le malheur survenu, pour guérir ou compenser, nous multiplions les actions préventives pour, dans l'impuissance à éviter tous les maux, pour au moins réduire les risques d'accidents, de maladies, d'échecs scolaires et le reste. Et ce faisant, nous cherchons et nous contribuons à placer la vie sous le signe du contrôle, d'un contrôle qui finalement l'entrave, l'empêche, lui interdit de se déployer. Pour prendre un autre exemple dans le champ de l'éducation, dans une école qui ennuie et où on ne connaît pas le plaisir d'apprendre, n'accordant nulle attention au mode et au rythme individuel d'apprentissage. Sans prévenance, donc, on met en place des mesures de prévention de l'inattention, de l'échec, du décrochage. Et je plaide donc en faveur de moins de prévention, plus de prévenance. Merci beaucoup, M. Bourgeot. Le prochain conférencier, c'est le Dr Fernand Turcotte, qui est professeur émérite au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. Il est l'auteur ou le co-auteur de 54 publications dans des revues journaux scientifiques. Il y en a un, il a été aussi traduit aussi en français quelques titres. Et il y en a un qui m'a intrigué quand j'ai trouvé sur Internet. Le titre, c'est « Dois-je me faire tester pour le cancer? Peut-être pas. Et voici pourquoi. » C'est un titre qui est un peu étrange pour quelqu'un qui travaille en prévention. Moi, ça m'a intrigué. Il a obtenu le prix du livre 2007 attribué par le périodique français Prescrire. Donc, M. Dr Fernand Turcotte est médecin spécialiste. Et le sujet de sa présentation,
c'est les dérives de la prévention dans le champ médical et social. Merci d'avoir écouté. Je suis surpris puisque je connais vraiment rien à votre champ d'activité. Et j'ai été, jusqu'à un certain point, accéléré de m'apercevoir que vous autres aussi, vous confrontez cette espèce de vache sacrée qui est devenue la prévention au 21e siècle. Je dois vous dire qu'en autant que la profession est concernée, cette fascination pour la vache sacrée de la prévention est à l'origine de la gigantesque faillite éthique qui frappe à travers l'Occident l'institution médico-hospitalière. Je ratisse large et j'entends donner des preuves concrètes de cette situation très grave qui nous interpelle tous et surtout qui nous menace tous. Nous sommes donc tous directement concernés par ceci et vous verrez les implications concrètes que je pense que ça a. Et c'est précisément parce que ce que j'ai à raconter est défrisant que j'insiste toujours pour rappeler que je parle à titre de professeur émérite de l'Université Laval. Ce qui veut dire que j'ai des comptes à rendre sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et je suis prêt à les rendre, ces comptes-là. Mais dans les faits, c'est important que vous sachiez exactement quoi vous en tenez à ce propos-là. La faillite éthique, deuxième diapositive, s'il vous plaît. La faillite éthique se traduit par deux grands phénomènes de masse. Le premier étant une tendance très lourde à médicaliser de façon systématique un nombre grandissant de souffrances humaines qui ne sont pas, pour la plupart, au sens strict du terme, des problèmes médicaux authentiques, légitimes. Et j'insiste ici là, pour rappeler que n'est un problème médical qu'une souffrance pour laquelle on peut identifier un substrat, une explication dans l'ordre anatomo-physiopathologique de la physiologie humaine. J'insiste sur cette précision-là, puisque la période où la médecine ressemblait à un confessionnal est terminée. Et ce n'est pas parce qu'une souffrance humaine n'est pas dotée d'une explication dans l'ordre neurophysiopathologique qu'elle n'existe pas. Okay? Tout ce que je dis, c'est que lorsque cette explication n'existe pas, la médecine n'a rien d'utile à offrir. Et c'est dangereux d'insister de la médecine qu'elle trouve une solution à ce type de problème-là. Et c'est l'autre côté de la faillite éthique, l'institution qui est censée être vouée à la protection de l'humanité contre toutes les souffrances prévenables et contre la mortalité prématurée, peut devenir elle-même une source de mortalité accélérée et de souffrance évitable. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est important de comprendre que mes collègues ne sont pas plus imbéciles que moi. Ils ne sont pas moins soucieux que moi dans leur service. Mais dans les faits, et on verra que c'est une des conséquences opérationnelles de la faillite éthique, le médecin se trouve confiné dans une situation où il est devenu incapable de reconnaître et de choisir ce qui convient le mieux pour répondre aux problèmes que lui amène l'humanité souffrante. Et ça, c'est terriblement grave, puisque on connaît les principales explications à cet état, celui de désorientation systématique dans laquelle le médecin moyen se trouve plongé. Et la prévention est un beau secteur d'illustration des dérives absolument catastrophiques auxquelles l'humanité est exposée. Ça ne fait pas longtemps
que l'humanité était invitée à visiter son médecin tout en étant aucunement souffrante de rien. C'est en même temps devenu extrêmement périlleux. Et ça, là, il faut avoir ça gravé, si vous voulez, dans la partie du cortex qui n'a pas encore été abîmée par toutes sortes d'autres substances toxiques, parce que la survie en dépendra peut-être éventuellement. Le schéma, donc, plus ou moins implicite que tout le monde a, et avec lequel on tend à justifier l'activité préventive, qui veut que, comme il n'y a jamais de grosse bosse sans qu'il y ait une petite bosse, et parce qu'il est beaucoup plus facile de traiter des petites bosses que des grosses bosses, il devient donc logique de rechercher systématiquement toutes les petites bosses. Et c'est un discours qui est commode, intuitivement, il fait logique, mais c'est un discours imbécile. Et il est imbécile, et s'il était qu'imbécile, à la rigueur, on pourrait se contenter d'en rire, mais il est toxique. Il est à la source de production de souffrances parfaitement évitables, parfaitement inutiles, mais qui ne sont pas moins souffrantes pour autant. Et donc, le prix se traduit en mortalité prématurée évitable, en dépenses, en siphonnage de ressources de la collectivité dans le domaine de la santé, où elles ne servent strictement à rien d'autre qu'à entretenir la splendide prospérité des praticiens et des fournisseurs institutionnels. Mais dont l'impact sur l'amélioration de la qualité moyenne de la santé de la population est zéro. Et c'est pas normal qu'on a ça, compte tenu que depuis qu'on est parti du paradis terrestre, il y a toujours plus de besoins qu'il y a de ressources disponibles pour y répondre. Et donc, dans ce contexte-là, on a tous l'obligation d'être extrêmement méticuleux dans l'utilisation qu'on fait des ressources que la société nous demande. Alors, suivante, la prévention primaire fondée sur la consommation de pilules est la première manifestation de la faillite éthique dans laquelle on est en train de s'engloutir. Et quand je regarde dans la salle ici, là, je me regarde, là, si vous avez la chance d'être bien portant et que vous approchez de la cinquantaine, gardez vos oreilles bien ouvertes parce que ça va tout vous concerner, ce que je vous dis. La tendance lourde à la médicalisation crée d'abord de toutes pièces de fausses maladies. La ménopause, ce n'est pas une maladie, c'est une phase normale de l'existence. C'est parfaitement imbécile d'avoir traité ça comme une maladie. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai été moi-même complice de celle-ci, puisque j'ai prescrit à des milliers de femmes une hormonothérapie de remplacement pour des mauvaises raisons. Mais au moment où je l'ai fait, j'étais convaincu que c'est ce qu'il fallait faire. Autrement dit, on m'avait amosé pour le faire. De fait, j'ai l'excuse du passage du temps, mais ça continue ce courage de crâne. Okay? La ménopause est une première belle illustration. L'ostéoporose, ça c'est une version contemporaine du même courage de crâne. Et on est en train de sécréter, de construire tout un appareil fondé sur le dépistage et le développement de technologies de pointe, en radiologie bien sûr, pour soi-disant mesurer, définir, reconnaître la maladie. Alors que dans les faits, l'ostéoporose, si vous voulez, c'est essentiellement une façon barbare de présenter ce qu'est le métabolisme normal du squelette humain normal. Et c'est normal pour un squelette de 70 ans comme le mien de n'être pas aussi joli que le squelette d'une personne de 20 ans. Mais ce n'est pas en soi une maladie. Okay? Le fait d'avoir 70 ans, au contraire, c'est déjà une pas pire performance. Il y a un prix payé pour ça, bien sûr. Le prototype de la fausse maladie qu'on s'ingénie
à pelleter dans la cour ou dans le jardin du médecin, c'est celui de la dysfonction érectile. Si vous y réfléchissez 30 secondes, essayez de vous imaginer le problème du médecin qui est pogné pour diagnostiquer une dysfonction érectile. À partir de quelle valeur normale peut-il faire ce diagnostic-là? Comment pourrait-on procéder dans une population libre pour définir c'est quoi la valeur normale de la fonction érectile? Ça me fait rire, mais je veux dire, on parle de ça, là, on conjugue ça à tous les temps de l'indicatif comme si ça existait. Et en plus de ça, le traitement exige une ordonnance. Donc, il faut vous consultiez. Okay? Et implicitement, le fait que ça exige une ordonnance, ça vient accréditer le sérieux de la condition. Le citoyen normal, de mon sexe, c'est inévitable qu'il y ait certains jours qui soient insatisfaits de sa fonction érectile. À partir de quel moment va-t-il commencer à se préoccuper que peut-être sa condition interpelle son statut de citoyen responsable et que le moment est venu d'aller consulter pour la maladie dont il souffre peut-être. Et ça marche magnifiquement. En passant,